Ok, c'est parti. On va faire un tour de l'actualité avec les marchés traditionnels, la bourse qui se négocie à plat, qui est plutôt mitigée par rapport, on va dire, au discours de Powell ce soir. Donc aujourd'hui, on va avoir la décision sur les taux d'intérêt très importante, voilà, par rapport au marché boursier. Le marché boursier est régi un peu par la hausse ou la baisse des taux pour contrôler l'inflation. Et les investisseurs ont les yeux rivés sur les résultats de ce soir. Normalement, la Réserve fédérale devrait maintenir ses taux à 5,50 pour tenter de toujours plus freiner l'inflation sans voilà, faire paniquer l'économie. Mais ce qui nous attend surtout, c'est le discours. C'est ce qu'on veut savoir, c'est l'orientation que la Fed va prendre. Et c'est le discours de Powell qui va suivre à 19h30, où je devrais être en direct tout à l'heure. Là, il est 17h54 à l'heure où j'enregistre, donc c'est dans une heure, on va dire à peu près dans un peu plus d'une heure. Mais je devrais couvrir ça en direct juste après cette vidéo qui est enregistrée. Et ensuite, je devrais enchaîner et préparer la vidéo voilà, du direct pour le discours de Powell. Et on va être en live pour un peu voir comment les marchés réagissent. Et donc Wall Street, Wall Street, c'est voilà, la bourse de New York, enfin les marchés, les indices américains, tout ça, qui hésite avant la Fed. Donc c'est plutôt à plat aujourd'hui. Il n'y a pas tellement de hausse sur les actions ni de baisse. On est prudent en attendant ce discours. Et on a l'Europe qui est en baisse, freinée par le luxe, les actions comme Kering, propriétaire de Gucci, tout ça. Et voilà, LVMH peut-être, ou Hermès qui sont en baisse et qui freinent l'Europe, qui mettent l'ensemble de l'Europe à la baisse. Donc voilà où on en est à peu près aujourd'hui par rapport au marché. Powell qui va canaliser apparemment son faucon intérieur. On verra, tout va dépendre de lui pour déjà pour voir la volatilité des actions et même des cryptos tout à l'heure. Et on s'attend à ce qu'il peut-être repousse en fait le fait de baisser les taux. C'est ce que les investisseurs attendent depuis plusieurs mois. Le fait de baisser les taux, ça va favoriser la croissance. Et donc, ça va faire exploser ou faire monter les actions en bourse et donner des gains ou les cryptos. Et donc, on attend qu'il baisse les taux. Mais selon les résultats, peut-être qu'il va encore repousser, ce qui pourrait être comme mal vu un peu des investisseurs, qui pourrait finir par par énerver les investisseurs et faire capituler le marché. Mais en même temps, c'est peut-être une décision sage. Et les investisseurs attendent surtout même s'ils repoussent les taux, les investisseurs attendent surtout qu'il annonce ou qu'il dise à peu près quand est-ce qu'il va baisser les taux. Est-ce que finalement, si c'est pas en juin, est-ce que c'est en juillet, en août? On attend sa décision et comme ça, les investisseurs vont pouvoir anticiper. En fait, ça s'appelle une sorte de forward guidance. Il dirige sans vraiment dire. Il va essayer d'orienter le marché, mais sans en dire trop. C'est comme ça que ça marche dans la politique monétaire. Il ne doit pas dire exactement parce qu'il pourrait trop orienter les choses et trop donner des indications. Mais voilà, c'est aux investisseurs de tenter de lire et de déchiffrer ce qu'il va dire. Et donc, voilà, tout ça, à l'heure aux États-Unis, c'est à 14h, mais chez nous, c'est à 19h en France, à l'heure locale. Et quand ils disent 4h, 14h30, ici, là, le FOMC presse conférence, donc c'est le discours de Powell, 14h30, bah, chez nous, c'est à 19h30. Donc voilà, par rapport à ça, on attend ça, c'est dans à peu près plus d'une heure à l'heure où j'enregistre. C'est là, c'est l'événement de la journée, hein, de la soirée. Et on attend qu'il soit plutôt, on va dire, belliciste, plutôt qu'il soit plutôt doux dans ses discours, plutôt que wokiste, comme un faucon, où il aurait un discours agressif, ferme. Et là, ça fait toujours peur au marché, ces discours-là. Donc, on va suivre ça de près et on attend ça. Donc ça, c'était la principale information de la journée, c'est le discours de Powell qui va concentrer toutes les attentions. En début de semaine, on avait Nvidia et sa conférence. Voilà, et justement, on va revenir sur Nvidia tout de suite. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui tourne l'attention de la journée, c'est la politique monétaire. Là, c'est Jérôme Powell et son discours et sa décision sur les taux. Est-ce qu'il va les maintenir? Est-ce qu'il va baisser les taux? On va savoir ça d'ici à peu près maintenant une heure et une heure et demie là. Donc voici tout ce qu'on peut l'attendre de la réunion politique de la Réserve fédérale mercredi. Donc
Là, voilà, on a déjà, on nous donne quelques indications, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre. Là, en fait, on a des analystes qui anticipent, et qui font leurs prévisions par rapport à ce que Paul va dire. Donc là, par exemple, il dit, je m'attends à ce qu'il réaffirme 3 baisses de taux cette année, ce qui suggère que la première baisse de taux aura lieu en juin. Donc voilà, certains analystes s'attendent, voilà, même des baisses de taux, même dès cette année, et même qui commencera en juin. Ce serait une bonne nouvelle de la part des marchés, mais ce soir, il pourrait repousser ça, ou dire qu'il baissera moins les taux. Il peut tout dire, en fait. Donc on va attendre de ce qu'il va déclarer lui-même, et on fera un bilan tout à l'heure, même en live, ou après coup, on va dire. Donc en attendant, il y a d'autres risques pour les Américains, c'est la dédollarisation qui grandit. À cause de 2 facteurs, la future monnaie des BRICS, et surtout le fait que l'or et le Bitcoin soient de plus en plus attractifs. Donc si, là vous avez vu, hein, le Bitcoin qui a explosé, l'or qui devient attractif, puisque on est au bord quand même d'une guerre mondiale avec l'Ukraine, voilà. Et les investisseurs, eux, souhaitent voilà, acheter plus d'or et de Bitcoin, et en face se débarrasser peut-être sur le temps du dollar, et le dollar qui est confronté aux cryptos et aux futures monnaies des BRICS. Donc, et cette dédollarisation constitue apparemment un risque pour les actions américaines, car moins de pouvoir américain et suite à leur monnaie égale, voilà, mettra moins en valeur les actions et les États-Unis. Donc c'est ce que la Morgan Stanley signale. Bon, on verra si c'est le cas. Pour moi, c'est pas tellement ça arrivera pas tout de suite, cette grande dédollarisation qu'on dit, tout ça. Là, le monde est trop dépendant encore du dollar. Donc pour moi, ça n'arrivera pas tout de suite. Mais on suivra ça de près dans les prochains mois et les prochaines années là. En tout cas, l'heure est aux puces de semi-conducteurs, tout ça. Et Intel est le favori et l'entreprise choisie par le gouvernement américain. Et là, Intel a accordé jusqu'à 8,5 milliards de dollars de subventions en vertu de la loi CHIPS. Et donc voilà, là, Intel est en passe de recevoir jusqu'à 8,5 milliards de dollars de financement direct du gouvernement fédéral, dans le cadre de la loi CHIPS, a annoncé la Maison Blanche. L'entreprise donc pourrait également recevoir 11 milliards de dollars de prêts liés à la législation, tout ça. Donc l'administration Biden, les États-Unis ont choisi Intel pour tout ce qui va être le développement des semi-conducteurs, des choses comme ça. Donc voilà par rapport à ça. Enfin, tout ça, c'est pour que Intel investisse et voilà, fournisse ensuite les produits pour l'armée américaine, etc. Tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Donc Intel est depuis longtemps un pilier de l'industrie américaine de semi-conducteurs, développant des puces qui alimentent de nombreux PC et serveurs de centres de données. Jusqu'à présent, c'était Intel, hein, qui dominait les centres de données, voilà, les PC, mais l'heure est au changement. Déjà, les PC vont plus s'orienter parce qu'il y avait une domination Intel pour les CPU et on va dire AMD pour les GPU qui formaient les PC. Maintenant, c'est plus Nvidia et ARM qui dominent un peu dans ça. Et les autres acteurs se tournent justement tous vers ARM, tout ça, qui propose des puces bien plus efficientes. Et même maintenant, déjà, ça occupe tous les smartphones, mais bientôt les PC. Donc Intel perd sa domination de ce côté-là, mais Intel va perdre aussi sa domination vers les centres de données, où là, Microsoft, Nvidia sont en train de reprendre la main. Donc Intel va se faire dépasser, mais Intel reste le chouchou du gouvernement américain pour les semi-conducteurs, tout ça. Comme c'est vu une entreprise très mature depuis le temps, très sérieuse, tout ça. Donc on verra ça, tout ça plus tard, si c'est le cas. Samsung, lui, s'envole de plus de 5% après le rapport de Nvidia, envisageant ses puces de nouvelle génération. Donc il semblerait que Nvidia va choisir Samsung pour le développement de ses puces HBM, tout ça. Alors, le gain quotidien de Samsung constitue la hausse. Alors, en fait, on a le Jensen Huang. Voilà, c'est les mémoires HBM, hein, qui sont choisis par Nvidia. Une autre catégorie, mais pour les semi-conducteurs. Et là, Jensen Huang a dit que Samsung était une très bonne entreprise et qu'ils allaient certainement s'appuyer sur eux pour voilà, la bande passante, en fait. Dans la construction générale de leurs produits là, de puces. Et en fait, on a besoin d'une bande passante. Et HBM, et c'est Samsung qui pourrait bénéficier, être le client choisi pour cela. Donc on verra ça.
Et donc Samsung qui a explosé de 5% suite à cette nouvelle. Donc, de toute façon, toutes les entreprises qui sont liées à Nvidia et qui sont en partenariat avec Nvidia explosent, puisque c'est lié à la nouvelle révolution de l'intelligence artificielle qui explose tout. Et justement, là, Nvidia, en ce moment même, il y a le GTC à Las Vegas. Nvidia a tenu une conférence. Jensen Huang, le PDG d'Nvidia, est passé à montrer toutes ces nouveautés. Et ce qui a surpris dans ces nouveautés, c'est les robots Nvidia. Donc, c'est les robots, je ne sais pas si on peut les voir ici, non. Ils ne sont pas ici, mais voilà, ce qui a surpris, c'est les robots, mais et bien sûr, leur nouvelle puce Blackwell. Et là, voilà. Par contre, ils disent ici dans cet article que les robots, même Nvidia pourrait être finalement le premier à lancer les robots, en fait. Même les robots humanoïdes, tout ça, devant Tesla, ils figurent. Donc, on verra ça. Mais on parle de peut-être ça plus tard. Et c'est pas ça qui va constituer, pour l'instant, la majeure partie des revenus d'NVIDIA. Ça va être plutôt les puces, les Blackwell. Là, apparemment, la nouvelle puce Blackwell, la GB200, est 4 à 5 fois plus puissante que la H100 là, qui se vend à 40 000 $ l'unité là. La H100 qui a fait exploser les cours de l'action Nvidia là, qui se vend comme des petits pains. Bah, la nouvelle puce qui va se vendre plus tard cette année est 4 à 5 fois plus puissante. Donc, c'est pas mal. On va suivre tout ça, mais Nvidia a encore une panel, un énorme potentiel de croissance par rapport à tout ça. Donc l'avenir est radieux. Donc quel avenir pour l'action Nvidia? L'avenir est magnifique. Et Nvidia va encore continuer à croître et dépasser Apple et Microsoft dans quelques semaines, mois, et devenir l'entreprise la plus valorisée à Wall Street, en bourse mondiale même. Vous voyez? Donc on verra ça. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui se tournent vers l'intelligence artificielle. L'Arabie Saoudite, et qui est déjà bien en place par rapport au pétrole, tout ça. Bah, l'Arabie Saoudite serait en pourparlers avec des sociétés de capital risque comme Andersen Horowitz pour créer un fonds gigantesque de 40 milliards de dollars pour l'IA. Donc voilà, ils sont en train de négocier avec les géants fonds, les investisseurs, voilà, pour réunir 40 milliards de trésorerie pour voilà, investir sur l'IA et faire quelque chose par rapport à l'IA. Donc l'Arabie Saoudite qui déjà a son plan Neom, sa ville futuriste avec toutes voilà, les dérivés en fait. Il y a plusieurs projets qui se construisent en Arabie Saoudite d'ici 2030, mais là ils sont encore en train voilà, d'investir et de réunir d'énormes fonds de plusieurs milliards pour l'intelligence artificielle. Donc je pense que l'Arabie Saoudite fera partie des plus grandes villes dans le futur en termes d'avancées technologiques par rapport à l'IA, par rapport à la robotique, aux véhicules autonomes. Je pense que l'Arabie Saoudite sera la prochaine plus grosse ville futuriste. Aujourd'hui, on parle de Dubaï, voilà, comme ville futuriste. On a toujours quand même New York, tout ça. Ou Singapour et tout, mais je pense que l'Arabie Saoudite va tous les doubler, tellement ils mettent de l'investissement dessus. Donc ça réfléchit beaucoup et l'Arabie Saoudite est prêt à investir. Donc on verra ça, mais c'est quelque chose qu'il faut noter et qu'il faut avoir en tête. Et l'Arabie Saoudite en plus s'ouvre de plus en plus à l'ère moderne, ils autorisent les choses pour les femmes, tout ça, de plus en plus. Donc voilà, ça va être un pays à forte attractivité. Là, ils sont en train d'évoluer dans le milieu du sport, à travers le foot, les grandes stars du foot. Les plus grandes compétitions, même le MMA, tout ça, tout se passe maintenant. C'est aussi, bien sûr, dans les mythiques stades aux États-Unis, mais maintenant également aux États-Unis. Donc voilà, mais également, je veux dire, en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite commence à devenir très attractive. En fait, ils sont très modernes et voilà. Et maintenant, ils se tournent en plus vers la révolution de l'IA. Donc c'est pas mal. Et donc voilà, ça fait la une des journaux. L'Arabie Saoudite a un plan de 40 billions voilà, pour l'intelligence artificielle. Voilà, ça fait le tour des réseaux, tout ça. Là, il y a une actualité par rapport à l'Arabie Saoudite. Apparemment, décidément, certains ont déchiré et volé une partie de la Kiswa couvrant la Kaaba à la Mecque. Vous voyez? Donc, vous savez, ça là, en fait, vous voyez, on dirait une sorte de tissu qui couvre en fait vous savez le monument carré là qu'on appelle la Kaaba à la Mecque. Le tissu qui l'enveloppe là, la Kiswa, apparemment a été déchiré par certains individus. En fait, c'est un tissu qui recouvre la Kaaba là. Et voilà, et des tissus qui sont des propriétés extraordinaires ou pour des souvenirs.
Donc certains ont déchiré ça pour se les approprier comme propriété extraordinaire ou comme souvenir. Et certains pays devraient donner des cours de bon comportement à leurs pèlerins. Vous voyez, par rapport à ce fait-là. Donc certains ont déchiré pour s'approprier ce bout de tissu, pour garder ça en souvenir, ou voilà. Et c'est, je crois que c'est condamnable, ce fait-là. Là. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, ça a été fait là. Donc, Monsieur Yen dit que le Japon pourrait intervenir si le yen tombait. Donc, le Japon s'est lancé dans un... Là, on passe dans les actualités en Asie. Hein. On a fini avec un peu avec les États-Unis, mais on va revenir sur ça là avec Trump juste après. Mais le Japon, qui a réaugmenté pour la première fois en 17 ans ses taux, dans le but de favoriser un peu les banques, tout ça, joue à un risque. Et le yen, pardon, japonais, enfin, c'est un peu est tombé un peu face au dollar. Et en fait, si jamais c'était un mauvais choix et que le yen s'écroulerait, bah, le Japon est prêt à relancer la planche à billets pour soutenir leur économie. De toute façon, le Japon, comme les États-Unis, bon, c'est grands spécialistes, mais eux, ils sont habitués à tricher et à faire de l'impression monétaire. Parce qu'ils sont embarqués dans une dette, dans une sorte de Ponzi qui peuvent plus, où ils peuvent plus en sortir. Tous les États hein, sont dans ça, même la Chine, tout. Mais eux, là, ils sont vraiment forts dans ça. Et eux, ils sont prêts à tout moment à relancer l'impression monétaire. Et ils vont pas sortir de tout ça. Il faudrait changer complètement, il faudrait revoir complètement le système monétaire. Mais de toute façon, là, on est bientôt dans une sorte de changement de paradigme avec les cryptos, tout ça. Et donc, je pense que tout ça, ça sera effacé plus tard d'une manière ou d'une autre. Là. Donc, on verra ça. L'Europe, elle, on va passer un peu en Europe, alors que l'Europe, elle, fait face à une attaque de véhicules électriques chinois. Parce que les Chinois, certes, ils souffrent dans l'immobilier, ils souffrent un peu au niveau de leur banque, tout ça, mais ils sont très forts dans les véhicules électriques. Et là, ils vont remplacer un peu les Allemands. C'est les Allemands qui dominaient, là, avec leurs marques mythiques, Mercedes, BM, Audi... Quoique Audi, c'est une propriété de... Enfin, même Lamborghini, c'est une propriété de Volkswagen, donc c'est allemand aussi. Voilà, toutes ces grandes marques mythiques, là, commencent à se faire dépasser par les marques chinoises, BYD en principal, qui est la plus grande marque de véhicules au monde, devant Tesla, qui fait de plus grosses ventes que Tesla, mais aussi NIO, XPeng, Li Auto, maintenant Xiaomi, bientôt Huawei, voilà, toutes ces marques de véhicules chinoises qui sont en train d'envahir la Chine et bientôt l'Europe, même si là, il y a une inquiétude concernant les véhicules électriques, on ne sait pas trop, il n'y a pas assez de bornes de recharge, on ne sait même pas si on va réellement passer à là, il y a un doute, mais la Chine qui domine dans ce secteur-là et qui est prêt à envahir l'Europe. Et il y a une inquiétude. Les Américains sont inquiets quant au fait que les véhicules électriques chinoises envahissent les Américains et donc prennent les données des Américains. Et voilà, donc les Américains ont toujours une peur que les Chinois prennent leurs données. C'est pour ça que là, ils veulent supprimer TikTok ou que TikTok soit vendu à un propriétaire américain. Donc voilà. Et là, l'Europe qui est en danger avec ses marques françaises, espagnoles, allemandes. Là, l'Europe qui voit la concurrence parce que les véhicules chinois, non seulement ont une avance technologique en termes de véhicules électriques et même de conduite autonome, hein, largement. Ça tient Tesla carrément en termes de technologie d'autonome embarqué. Et en plus de ça, elles seront beaucoup moins chères, vous voyez, que les voitures européennes. Parce que ça vient de Chine, la Chine, voilà, ils proposent à des prix beaucoup plus attractifs que les Européens. Donc c'est un coût qui pourrait tuer les marques emblématiques européennes. Donc on verra ça, mais l'Europe est menacée déjà par ça. En tout cas, voilà. Là, en France, on a l'organisme français de surveillance de la concurrence inflige une amende de 250 millions d'euros à Google. En ce moment, les Européens se font plaisir. Ils mettent des amendes à toutes les grandes entreprises américaines, tout ça. Et voilà, ils sont que en train de réguler. L'Europe, en fait, comme ils n'arrivent plus trop à inventer des choses, et en fait, ils sont à fond dans la régulation pour tenter de gratter des choses comme ça. Et les quelques fleurons qui naissent en Europe sont immédiatement vendus, surtout en France, hein, aux Américains et les choses comme ça. Donc eux, tout ce qui leur reste, c'est la régulation aux Européens. Quoique, il y a des pépites hein, qui sortent, comme par exemple Mistral IA pour l'intelligence artificielle. Mais Mistral est déjà
euh, en train d'être quasiment être racheté par les Américains. Microsoft est dessus, Nvidia, même il semblerait que peut-être Apple pourrait acheter. Donc voilà, dès qu'on a une pépite qui explose, c'est tout de suite, ça passe sous le giron américain. Donc voilà, l'Europe qui n'a pas d'autre choix que de réglementer, c'est de gagner de l'argent par ce moyen-là. Là, au Royaume-Uni, bonne nouvelle un peu, l'inflation au Royaume-Uni chute plus que prévu et atteint son plus bas niveau depuis près de 2 ans et demi. Donc, non seulement aux États-Unis, on descend bien, mais aussi en Europe. Il faut dire que l'inflation descend bien quand même, et il semblerait que voilà, les banques centrales réussissent leur pari. Même si l'inflation n'est pas complètement au niveau où il voudrait être, il semblerait que voilà, on ait un atterrissage presque en douceur, que ce soit en Europe, de manière générale, en Occident, là, même aux États-Unis. Il semblerait que la victoire soit quasiment gagnée. C'est pour ça que le discours de Powell tout à l'heure, là, et la décision des taux, bon, les taux qui ne devraient pas changer, mais le discours de Powell, moi, je suis plutôt confiant quant à ce qui va se dire ce soir, et je pense qu'on va avoir des premières indications sur la baisse, et que Powell va pas avoir un ton très agressif, puisqu'il y a pas, c'est pas nécessaire. L'inflation semble être maîtrisée un peu, et elle continue à descendre petit à petit, et avec des taux qui vont rester à ce niveau, je pense que ça va se poursuivre, et j'ai l'impression que ça va bien se passer ce soir. Et au Royaume-Uni, justement, l'inflation qui est descendue à 3,4%, donc plus bas que ce qui était attendu. Les analystes attendaient 3,5, on a eu 3,4. Bon, c'est légèrement en dessous, mais ça reste en dessous de ce qui était attendu. Et donc là, on a la Banque d'Angleterre donc, qui s'apprête à maintenir ses taux, toujours pour faire toujours plus baisser l'inflation, mais la baisse de l'inflation là, justement, la bonne baisse de l'inflation, laisse entrevoir justement des réductions des taux bientôt à venir. Et ça va faire plaisir aux investisseurs. Les annonces de baisse de taux, ça va favoriser la croissance et donc faire hausser et faire croître les actions. Et c'est ce que les investisseurs veulent. Comme ça, ils récupèrent des bénéfices et ils gagnent de l'argent sur ces actions-là. Donc, on va voir ça. Mais l'Angleterre donne des bons signes, des bonnes signes de santé là par rapport à l'inflation. Ici, on a une surprise, toujours en Europe, là, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar qui démissionne de manière inattendue. Vous voyez, cet homme-là, là, ici. Et donc, il vient de démissionner. Varadkar a déclaré que les raisons de sa démission étaient à la fois personnelles et politiques, suggérant qu'un nouveau leader serait mieux placé pour diriger son parti et la coalition gouvernementale actuelle lors des prochaines élections locales et européennes. Donc, Varadkar restera représentant de la circonscription de Dublin-Ouest et a déclaré qu'il n'avait rien d'autre de prévu et aucun projet personnel, politique ou politique précis. Donc voilà, lui c'est le Premier ministre. Je ne sais pas si là-bas si c'est il est à la plus haute responsabilité ou s'il y a un président là-bas. Mais voilà, en tout cas, il a fait la déclaration ici. Et voilà. Ah, il semblerait aussi que le Premier ministre avait mis mal à l'aise Joe Biden quant à ses déclarations par rapport aux Palestiniens, tout ça. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, ici, il a déclaré que, voilà, à la surprise générale, hein, personne ne s'attendait à ça, qui démissionnait. Bon, il n'y a pas de grosses conséquences. Hein. L'Irlande, ça pèse pas sur la scène internationale, tout ça. Mais c'est un fait qu'il faut noter, qu'il faut... voilà. Il a ses raisons et c'est un fait d'actualité qui est important quand même à l'échelle de l'Europe. Donc voilà, après, alors là, ce qui domine hein, en Europe, c'est bien sûr la guerre en Ukraine qui monte en intensité. Donc normalement, elle devrait descendre parce qu'on est sur la fin. L'Ukraine est proche de la défaite totale. Mais le problème, c'est qu'on a notre cher président Macron et la France, voilà, l'état-major français, qui se rêve là voilà, en guerre, qui souhaite pousser pour la guerre. Et c'est pour ça que on a ça devient tendu. Et moi-même, je suis en train de réfléchir à mes investissements. Parce que l'annonce d'une guerre, l'envoi de troupes militaires, ça peut très mal se passer pour les actions, que ce soit en crypto. En fait, là, ça peut lancer une grosse tension sur les marchés. Et j'hésite à suspendre mes investissements ou à continuer à investir. Parce que l'annonce d'une troisième guerre, là, d'une bataille, là, avec la France lancée et l'Europe, ça va immédiatement faire exploser le prix du pétrole et faire chuter hein, les actions européennes et entraîner même là, pour le coup, les actions américaines voilà, dans la défensive.
Et voilà, les investisseurs risquent de se débarrasser de leurs actions à risque, tout ça. Donc, voilà, mise à jour en direct, la survie de l'Ukraine est en danger, prévient le chef du Pentagone. Et Poutine, qui vient d'être réélu président, pourrait faire sa première visite en Chine pour marquer les esprits, comme le Chinois Xi Jinping, qui avait été élu il n'y a pas longtemps, était allé en Russie en premier lieu. Là, on pourrait avoir Poutine qui pourrait faire sa première visite en Chine. Donc, on verra ça. Donc voilà par rapport à ça. Alors, ce qui inquiète bien sûr, c'est ça. Le chef d'état-major des armées françaises, Pierre Schill, affirme dans sa tribune dans le journal Le Monde que l'armée française se tient prête, quelles que soient les évolutions de la situation internationale. Les Français peuvent être convaincus, leurs soldats répondront présents. Donc là, voilà, c'est le chef de l'état-major qui dit qu'ils sont prêts à aller. La France peut engager 20 000 hommes en 30 jours, en un mois donc, et la capacité de commander jusqu'à 60 000 hommes, français et alliés. Donc là, ça concernerait ceux qui sont engagés dans le service militaire, déjà pour le moment. Après, c'est pas exclu que ça aille au-delà si ça s'envenime. Mais c'est très très risqué ce qui se passe là. Il semblerait que l'état-major va aller dans le sens de la politique folle d'Emmanuel Macron. Et là, il y a un risque. Il y a un risque. La Russie déjà a déclaré qu'il y avait déjà de nombreux Français qui étaient présents sur place et qu'il y a eu déjà de nombreux Français morts sur place là. Donc voilà, et regardez, ici, pour le général Vincent Desportes, la seule façon de montrer à Poutine que nous ne céderons pas, c'est de faire appel au sang des fils et des filles de France. Donc il est prêt à envoyer des hommes et des femmes français à la bataille pour prouver à Poutine que voilà, ils ont entre guillemets des rojones. Vous voyez? Donc entre guillemets, voilà. En fait, nous, on n'en veut pas de ça. Pourquoi lui, il irait pas là, ce général-là? Qu'il y aille, lui et Macron, avec sa bande, qu'ils y aillent. Pourquoi, en fait, envoyer, alors qu'on sait très bien que, voilà, il n'y aura pas vraiment de gagnant, et ils ne vaincront pas la Russie. Donc, de toute façon, la Russie ira au bout de son opération militaire. Donc, pourquoi tenter, au lieu d'essayer d'apaiser les tensions? Bien sûr, ils ont leurs intérêts. Et je pense que Macron souhaite rester président et voilà, d'emmener l'OTAN dans un conflit face à la Russie qui aura des alliés. Là, je vous ai montré dans les autres vidéos, la Corée du Nord est prête à préparer son armée pour aider la Russie. La Chine maintenant soutient officiellement la Russie. Voilà, ça va durer. C'est des conflits très puissants qui vont durer et qui peuvent aller au-delà, qui peuvent amener 2 ans supplémentaires de conflit, tout ça, et voire au-delà. Et donc, voilà, Macron peut invoquer une loi pour rester président et annuler les élections si on passerait les élections présidentielles plus tard. Donc voilà. Après, voilà, on n'en est pas là. De toute façon, Trump est proche de la victoire aux États-Unis. Il pourrait faire annuler tout ça. Donc, on verra. Mais il semblerait que ce soit Macron qui semble vouloir, on va dire, s'accrocher à son poste. Il n'a pas trouvé d'autre moyen que de faire ça. Ou sinon, voilà, il se veut une dernière folie avant peut-être de céder sa place. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Et bien sûr, les fous de LCI, là, ces chaînes propagandistes, là, les chaînes voilà, qui sont complètement à la solde de Macron et des élites, là, de la caste. Ici, regardez. Ils sont déjà en train de faire voilà, des simulations de guerre. Voilà, ils s'amusent comme ça sur les plateaux, voilà, à faire à jouer aux stratèges, tout ça, de la guerre. Vous voyez que ces gens-là sont complètement déterminés, ce qui est vraiment un danger absolu. Vous voyez, Macron, là, avec sa tête, là, regardez. En tout cas, voilà, Philippot dit qu'il ne croit pas un instant au démenti français sur l'envoi de 2000 hommes en Ukraine. Apparemment, la France aurait démenti parce que la Russie a dit que la France avait déjà envoyé au moins 2000 hommes sur le terrain en Ukraine. Et là, la France a démenti. Mais voilà, Philippot dit qu'il ne croit pas un instant au démenti. Donc, il y aurait bien des forces françaises déjà sur le territoire en Ukraine. Donc, très, très risqué. Cet homme-là est vraiment en train de nous emmener vers la catastrophe. Déjà que la France décline et s'effondre complètement. Et là, voilà, nous emmener en guerre. Non, c'est voilà, un homme très très dangereux. En tout cas, voilà, certains se mobilisent. Une pensée pour nos amis militaires qui sont sous les ordres du régime. C'est peut-être le moment de cesser de servir la République. Et moi, c'est ce que j'espère au fond, qu'il y ait une révolution.
la France c'est un pays de révolution. J'espère au fond que ça y est, on va dire stop et que tout le monde en fait, on va renverser le gouvernement. Vous voyez, peu importe. Bon, après, peu importe qu'on mette un autre gouvernement. Bon, si c'est Le Pen, si c'est qu'on mette quelqu'un d'autre, mais que ça bouge, mais plus Macron, parce que lui, il fait très très mal. Bien sûr, moi, comme je vous l'ai dit, ma sensibilité, c'est les souverainistes, Philippot, Asselineau, plutôt Asselineau en termes de président, mais avec l'accompagnement de Philippot, de voilà, Nicolas Dupont-Aignan, des gars plus souverainistes, on va dire. Et avec des gens, des spécialistes de l'économie, peut-être Olivier Delamarche, Charles Gave, voilà, tous ceux qui marquent Toiti là pour le ministre de l'économie, pourquoi pas, mais tous des gens de qualité, en fait, vous voyez. Voilà, c'est ce que j'aimerais. Bien sûr, ça n'arrivera pas. Et ces gens-là font que 1%, ils sont cachés complètement médiatiquement. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais. Mais on est très loin de tout ça. En tout cas, bon, là, vous voyez les vidéos de parodie, là. Poutine qui, ici, quand il met... il utilise ses jumelles, il voit, voilà ce qu'il voit en termes au niveau de la France. Bon, c'est des parodies, c'est marrant. Mais en tout cas, voilà, Poutine qui s'amuse. Enfin, voilà, c'est des parodies, mais Poutine qui doit bien se marrer. En tout cas, voilà, que Macron joue les guerriers. Voilà, et les grands défenseurs de l'Ukraine. Il sait très bien qu'ils ne feront pas le poids. Donc, les chiffres. Et j'ai un message aussi à dire. Parce que j'ai reçu des commentaires. Je vois que ça intéresse beaucoup. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes. Il y a quelques femmes qui commentent. Je pensais plus que la chaîne allait plus s'intéresser, enfin, intéresser seulement les hommes. Mais il y a des femmes qui sont abonnées. Donc, je vous salue. Et en même temps, j'ai vu des commentaires agressifs par rapport à mes propos par rapport aux Ukrainiens. Il y en a qui sont, voilà, qui défendent Macron et la cause ukrainienne. Enfin, voilà. Déjà, moi, cette chaîne-là, moi, je suis simplement une personne qui donne mon avis comme ça. Et c'est à but, voilà, de divertissement. Je donne mon avis et je crois en mon avis. Mais, les gars, voilà, ça va rien changer ce que je dis. Hein. Et que vous pouvez être agressif ou insulter, on va rien changer à notre échelle. Vous voyez? Donc là, on est là pour débattre. Donc débattons tranquillement, donnons nos avis, mais il n'y a pas besoin d'être agressif ou d'insulter ou des choses comme ça. Vous voyez? Moi, je donne mon avis. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, ok, vous donnez votre avis et on en débat. Il n'y a pas besoin d'être agressif ou d'insulter ou des choses comme ça en commentaire. Vous voyez? Mais bon, en tout cas, la France, regardez, les chiffres de la construction sont les pires des dernières années. Donc voilà, ça construit de moins en moins en France, ça s'effondre, simplement. Vous voyez, les pires chiffres de la construction depuis 10 ans. Et là, on part à la baisse. Vous voyez, ici, là, ça commence à... Voilà. Il faudra peut-être attendre quelques temps, laisser couler, peut-être justement éjecter Macron et tout ça pour revoir le secteur de la construction repartir à la hausse. Mais là, pour l'instant, c'est une faiblesse. Vous voyez? Ensuite, déjà, ça continue. Le succès en Ukraine est devenu une question de crédibilité américaine. Vous voyez? Déclare le ministre polonais. Donc, on voit que la défaite ukrainienne serait très mal vue. Déjà pour Macron et sa bande, et la France et tout, mais aussi pour les États-Unis apparemment. C'est ce que déclare un ministre polonais. Donc, on voit qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Que ça devient très important. C'est pour ça qu'ils envoient encore des milliards et des armes pour empêcher que l'Ukraine tombe. En tout cas, là, voilà un homme qui pourrait tout changer et j'espère qu'il sera élu. Le président Trump, l'ex-président, en tout cas Trump, se prépare à une revanche contre Biden. Et justement, et à se confronter à une potentielle tricherie des démocrates comme en 2020. Parce que lui, il est certain qu'en 2020, ils ont triché. Et moi-même, enfin moi en tout cas, je suis certain. Parce que les images, elles étaient claires. Ils ont baissé les rideaux et ils ont sorti les... Voilà, des... En tout cas, c'était très visible. J'arrive même pas à croire qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à voir ça. C'est un peu incroyable. Mais voilà, ils ont sorti des bulletins, voilà, des nouveaux bulletins. Trump était en train de gagner. Il avait même déclaré qu'il était vainqueur. Et ensuite, ils ont fermé les rideaux, ils ont sorti des nouveaux bulletins de sortie de nulle part. Et voilà, dans tous les bulletins, il n'y avait que des votes pour Joe Biden. Donc ça, je m'en souviens encore comme si c'était hier de cette soirée, c'était incroyable. En tout cas, Trump, l'ancien président américain Donald Trump, affirme s'entendre très bien avec Vladimir Poutine et Xi Jinping. C'est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Et justement, ça, c'est très important, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de contact entre Macron et Biden et face à Poutine et Xi Jinping. Encore que Xi Jinping, là, il semblerait que Xi Jinping va refaire une visite en France pour tenter de calmer Emmanuel Macron, mais les liens sont très coupés, en tout cas avec Poutine.
Et donc lui, Donald Trump, lui, qui est un homme d'affaires, s'entend bien justement. Et lui, il pourrait négocier la paix et ramener voilà, une stabilité. Donc ça, c'est très important. Et justement, le président Trump explique ses relations avec le président de la Russie, Vladimir Poutine, et affirme que s'il était encore président, il n'aurait jamais envahi l'Ukraine. Je pense que Poutine est le genre de personne avec qui on peut négocier, justement. Et je pense que Poutine est un homme droit qui souhaite la négociation. Mais toutes les tentatives de négociation ont échoué puisque les Européens ne voulaient pas de ça. Et en remballé, quand Zelensky souhaitait peut-être écouter, voilà, tout de suite les Américains et les Européens empêchaient cela. Donc voilà. Trump doit revenir pour calmer tout ça, on va dire. En tout cas, il est bien parti pour devenir le prochain président. Il est en avance dans les sondages, même quand voilà, par rapport à Joe Biden. Si les élections devaient avoir aujourd'hui, il semblerait qu'il gagnerait avec 54-53% des voix. Et voilà, en tout cas, ça c'était hier. Il a gagné avec 80% d'avance. L'État de Floride a voté pour Donald Trump. C'est énorme. Vous voyez l'État de Floride où on a Ron DeSantis. Ron DeSantis a fait que 4% des voix. Nikki Haley, sa seule rivale, 14%. Et voilà, Donald Trump quasiment, voilà. C'est énorme. Donc voilà, Trump écrase ses adversaires républicains. Et il est candidat, largement un candidat républicain pour affronter Joe Biden. Donc on verra le duel en novembre et on espère que Donald Trump gagnera. En tout cas, Trump, sur le fait que Mike Pence, son ancien vice-président, l'ancien vice-président des États-Unis, qui était le vice-président de Donald Trump, Mike Pence a déclaré publiquement qu'il ne soutiendrait pas Trump parce qu'il dit que son programme a complètement changé, tout ça. Et voilà, il refuse de soutenir. Trump a déclaré que ça m'est complètement égal. Nous avons besoin de patriotes. Nous avons besoin de personnes fortes dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de personnes faibles. Donc il insulte un peu Mike Pence. Il dit que c'est un faible. Et il n'a pas besoin de ce genre de personnes. Donc il n'en a rien à faire que Mike Pence ne le soutienne pas. Et voilà, en tout cas, en attendant, on a des milliardaires, par exemple l'investisseur milliardaire John Paulson, qui va organiser une collecte de fonds pour Donald Trump. Puisque les fonds sont autorisés, les collectes de fonds, financer un parti aux États-Unis, c'est toléré. C'est comme ça que ça marche. Et justement, les démocrates ont une forte puissance, parce que la plupart des stars américaines soutiennent en général les démocrates. Vous voyez ? Et donc, c'est pour ça que Joe Biden a pu s'imposer aussi, avec toute la fortune qui a été mise, ils ont pu tricher, on va dire, en 2020. Pour moi, en tout cas. Donc là, ça collecte pour Donald Trump. Donc je pense que d'ici aux élections, sur la fin, ça va être très serré, mine de rien. Même si Trump, là, par grand favori, je pense que plus le temps va passer, plus l'étau va se resserrer. Et ça va être très, très serré. En tout cas, par rapport à la guerre, Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, le best-seller pour vous apprendre à transformer votre finance et devenir riche. Robert Kiyosaki qui nous demande de faire un focus sur l'argent métal. Comme vous avez l'or métal, la matière première, vous avez l'argent métal. Et dit que l'argent n'est pas seulement un métal précieux, c'est aussi un métal industriel et stratégique. Et avec la guerre qui fait rage là, la demande d'argent monte en flèche. Même la société d'Elon Musk a obtenu les droits sur plusieurs mines d'argent afin d'assurer le métal des véhicules électriques Tesla. Donc l'argent est toujours 60%, donc quand il parle de l'argent, c'est l'argent métal, est toujours 60% en dessous de son plus haut historique. Et presque tout le monde dans le monde peut se permettre une pièce d'argent. Il est temps d'acheter plus d'argent. Et donc il nous conseille de prendre soin de nous, tout ça. Bon, moi, l'argent métal, c'est à plat. C'est comme l'or. Même si l'or est à des records, je ne recommande pas trop ces actifs-là. À part pour les gros portefeuilles. Mais vraiment ceux qui ont plus de 500 000, voire plus, ceux qui sont millionnaires et qui peuvent mettre, qui veulent diversifier. Oui, l'or, ça reste une option défensive pour se protéger. Surtout là, ce serait peut-être utile. Même l'argent et l'or. Mais pour des gens, en tout cas pour, je pense, ceux qui suivent ma chaîne, ceux qui ont pas forcément, qui ont moins de 100K, pour la plupart d'entre nous, je pense que c'est le cas. Voilà, l'or, c'est pas, pour moi, je préférerais plus détenir du Bitcoin comme valeur refuge et m'exposer à plus de croissance et de volatilité. Mais on suit quand même les conseils, Robert Kiyosaki veut le bien des gens et voilà, mais l'or et l'argent, ça va pas tellement nous aider à nous en sortir, on va dire. Donc, on passe à la cryptographie.
pour encore une vingtaine de minutes. Et ensuite, je vais stopper cette vidéo enregistrée, la poster et passer au direct avec Jérôme Powell. Donc là, le discours de Powell, c'est dans 1 heure pile. Hein. Il est 18h30 ou 32. Le discours, c'est à 19h30. Donc, je referai une vidéo, mais cette fois en direct. Cette fois, alors, le marché de la cryptographie perd 400 milliards de dollars après le sommet historique du Bitcoin, alors qu'il cherche à rebondir. Donc, ça a été une énorme chute pour le Bitcoin. Le Bitcoin a encore glissé mercredi, tombant brièvement sous la barre des 61 000 au cours d'une journée de commerce volatile. Donc c'est vrai qu'on est passé de 73 800 dollars à 61 000. On a chuté de près de 14%, voire plus. Hein. Je sais plus, ouais, 17%. Le Bitcoin s'effondre de 17%. Et donc une Fed, justement le discours de Powell ce soir, et une Fed agressif, voilà, qui dirait que non, on baisse pas les taux tout de suite, on va même repousser tout ça, ça pourrait impacter le moral des investisseurs et ils pourraient se débarrasser d'actifs risqués et comme le Bitcoin. Et le Bitcoin pourrait même tomber en dessous des 60K si ça se passe mal ce soir. Powell est très agressif dans son discours. Donc la prudence est là. Et donc le Bitcoin qui a bien corrigé là, voilà, bon après comme d'habitude, regardez, voilà, on a limite envie de bailler quand on lit tout ça. Regardez, ici l'article, après un nouveau record, le cours du Bitcoin s'effondre. Vous voyez, l'engouement pour la crypto, donc justement, est-il déjà révolu? Donc voilà, le Bitcoin a à peine corrigé, regardez regardez le cours du Bitcoin. On est à des records, hein. On a juste corrigé un peu là, vous voyez une barre rouge là, ici en haut là. Juste une barre rouge, et ça y est, les articles parlent déjà peut-être de la fin du Bitcoin. Vous voyez, est-ce que l'engouement pour la crypto est déjà révolu? Simplement une correction, certes, de 17%, mais après une hausse de je ne sais plus fois combien de pourcents. Et ça y est, une correction qui est quand même assez importante là, de 17%. Et ça y est, on parle déjà de la fin de l'engouement. Donc voilà, c'est les articles. On souhaite que vous n'investissez pas. On souhaite, voilà. Donc n'écoutez pas ce genre d'articles. Restez focus et regardez ce qui se passe. Informez-vous et regardez ce qui se passe et jugez par vous-même s'il est temps d'arrêter. Mais en tout cas, moi je pense qu'on va aller très très haut, bien plus haut. Surtout regardez les entrées et les sorties. Quand on a une bougie vers la hausse, voilà, ces derniers temps, on a eu beaucoup d'entrées. Et là, oui, les 2 dernières bougies, là, ça, c'est des bougies, le 11, voilà. Là, c'est quotidien. Donc oui, les 2 derniers jours, on a eu plus de sorties que d'entrées. Vous voyez? Et c'est ce qui a contribué à la belle correction du Bitcoin. Mais vous voyez que de manière générale, on a plus d'entrées au quotidien que de baisse. Vous voyez, quand on a une baisse, c'est une fois ou deux. Vous voyez, ici, là, une. Voilà, après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies entrées pour une petite baisse. Et ensuite, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là, oui, on a eu 2 jours. Mais là, on va repartir à la hausse bientôt. On va faire peut-être 7, 8, 9 jours de forte entrée. Vous voyez? Donc tout ça, c'est des peurs. Oui, là, on a eu des grosses sorties, notamment hein, le Grayscale, l'ETF Bitcoin de Grayscale qui a enregistré 640 millions de dollars de volume sortant. Donc ça a marqué un record. Certes, c'était fort, ce qui a fait que le prix du Bitcoin a reculé de 15 à 17%. Oui, c'était une grosse sortie, certes. Ça a marqué une belle correction. Mais ça y est, c'est pas tous les jours comme ça. Vous voyez? Et donc, quand on regarde, de toute façon, là, on a eu les 2 sorties en rouge, là, ici, mais ça va repartir. Et regardez, si on prend le cours du Bitcoin, là, en bleu, là, bah, on fait que de monter. Hein. Je sais pas pour vous, mais la courbe du Bitcoin, là, on fait que de monter. Vous voyez? Donc, c'est la différence entrée-sortie, bah, le cours fait que de monter. Hein. Et donc, voilà. Et là, je pense qu'on va recommencer à enregistrer des entrées. Et pour plusieurs bougies vertes, très hautes même. Et voilà, et c'est pour ça que le cours du Bitcoin va à nouveau s'apprécier après cette correction. Après, c'est que mon avis, mais on suivra ça. Hein. En tout cas, regardez, les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis dépassent les 150 millions de dollars en volume de transactions cumulés en moins de 10 semaines. Donc là, en à peu près 2 mois et demi, on a déjà plus de 150 milliards de volume de transactions sur les ETF Bitcoin. Je ne sais pas si vous imaginez la folie totale. En seulement 2 mois, 150 milliards, c'est gigantesque. Regardez la courbe. Vous voyez là?
La courbe, elle part en ligne droite, elle part en parabolique, carrément. Vous voyez? Ça, c'est les entrées, 150 milliards. Et à votre avis, là, vous voyez la trajectoire de la courbe, vers où on se dirige? On se dirige vers les 200 milliards peut-être d'ici encore 3-4 semaines, là. Vous voyez? D'ici deux semaines, on rajoute 2 semaines et on sera à 200 milliards de volume. Ouais, on est dans une pente montante, en pleine parabolique. Donc, que certains sont en dépression parce que le Bitcoin a bien corrigé là, ces dernières heures, tout ça. Bah, regardez, prenez du recul, essayez de regarder les autres, et ce qui s'entoure, les dernières news. Vous voyez que c'est très très bullish. Et c'est pour ça que ça va continuer à monter après cette correction. Surtout que l'offre de Bitcoin est très très rare. Et si vous savez, c'est l'offre et la demande. Il y a un choc d'offres. Et en fait, il ne reste que simplement 1,81 milliard, millions, même pas milliards, millions de Bitcoin. Bon, c'est beaucoup, hein, parce que sachant qu'un Bitcoin, ça vaut 60 000 dollars à l'heure actuelle, 60, 61 000 ou 63 000 là. Alors, bon, 1,80 million, bon. Mais sur les exchanges, bon, il reste que ça. Donc, l'offre de Bitcoin reste rare quand même. En tout, hein, je parle. Donc, c'est pour ça que je pense que Bitcoin va continuer à s'apprécier parce que l'offre est rare sur les exchanges. Il n'y en a plus beaucoup. Il va falloir, et ça va faire monter le prix, c'est l'offre et la demande. Vous voyez? En plus de ça, regardez, MicroStrategy, Michael Saylor, là, cette personne-là, un fanatique du Bitcoin, achète à tour de bras toutes les semaines, il s'endette pour acheter du Bitcoin pour le compte de son entreprise MicroStrategy. Vous voyez? Donc MicroStrategy qui est là, c'est l'entreprise de Michael Saylor. Et là, encore hier, parce qu'on a l'impression, quasiment tous les 3-4 jours ou les semaines, il achète. Là, MicroStrategy acquiert encore 9000 bitcoins et détient désormais plus de 1% de l'offre totale de BTC en circulation. Vous voyez? Donc, une nouvelle démonstration de l'engouement soutenu de Saylor envers le Bitcoin. Donc, plus de 1% de l'offre totale du Bitcoin. Hein. C'est énorme. Vous voyez? Donc, voilà par rapport à ça. Donc, MicroStrategy acquiert 9245 Bitcoins supplémentaires pour 623 millions de dollars en plus. Hein. Il vient d'ajouter 623 millions de dollars en plus pour le compte de son entreprise MicroStrategy à un prix moyen de 67 000 dollars par BTC. MicroStrategy détient 214 millions 246 bitcoins à un prix moyen de 35 160 par bitcoin. Vous voyez? Donc, voilà. Le prix moyen à laquelle, si on calcule l'ensemble de ces achats, le prix moyen, c'est à 35 000. Et sachant que le bitcoin est au double du prix, c'est comme s'il a doublé son investissement. Vous voyez? Déjà. Et comme le Bitcoin est promis à aller bien plus haut, vous avez tout de suite compris qu'il va s'en mettre plein les poches à travers son entreprise MicroStrategy qui va exploser tous les records quand ils vont dévoiler leurs bénéfices et leurs résultats. Vous voyez? Et moi, c'est pour ça que j'ai investi sur MicroStrategy parce que son action va exploser en bourse. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, si vous regardez la preuve, je ne vais pas vous montrer beaucoup de charts. Seulement celui-là, il suffira par rapport à Bitcoin. Mais à chaque fois qu'on est entré dans cette phase de rond jaune là, ici là, ensuite on a rebondi et surtout on est allé bien plus haut. Regardez en 2020, quand on avait passé la barre noire là, on est allé bien plus haut, jusqu'au record. Ici aussi, pareil pour 2007. Tous les 3-4 ans, on a le même cycle. Là, on est en 2024, donc vous imaginez qu'on va aller bien plus haut encore et chercher le plus haut pour Bitcoin d'ici 2025. Donc, c'est toujours la même chose. Toujours pareil. Maintenant, pour Ethereum. Ethereum, il y a une grosse spéculation autour de l'ETF Ethereum Spot. Donc, on a eu la joie d'avoir les Bitcoin ETF Spot. Donc, c'est produits sur le marché financier traditionnel là, en bourse qui vont vous exposer au Bitcoin. Les investisseurs passent par ces produits financiers, par ces émetteurs là, BlackRock, tout ça, et achètent du Bitcoin à travers ces émetteurs. Et ont toute la sécurité de ces émetteurs, des clients, enfin des émetteurs sérieux comme BlackRock, Fidelity. Bah là, il semblerait qu'on ait la même chose pour Ethereum. Les investisseurs sont pressés d'avoir des ETF Ethereum pour s'exposer à Ethereum. Parce que les investisseurs, surtout fortunés, milliardaires, tout ça, ne veulent pas trop aller sur les exchanges qu'on connaît, Binance, Kraken, Coinbase.
Quoique, même si les émetteurs sont dépositaires sur Coinbase et utilisent Coinbase hein, pour voilà, l'obtention de Bitcoin, mais voilà. Ils n'ont pas trop confiance en ça. Et là, la spéculation va bon train. Mais bon, on a une mauvaise nouvelle, c'est que mon attitude prudemment optimiste à l'égard des ETF a changé ces derniers mois. Nous pensons désormais que ces demandes seront finalement refusées le 23 mai. Parce que là, les ETF, là, ces dernières heures, ont encore été refusées. Là, on va aller voir ça, là. Mais même les analystes, là, les déclarations de James Seyfarth, analyste chez Bloomberg, la SEC n'a pas de dialogue avec les émetteurs sur les spécificités d'Ethereum. Vous voyez, ils n'ont même pas travaillé le cœur du sujet pour savoir si Ethereum était une securities ou une marchandise. Donc, il semblerait que, comme tout le monde attend les ETF pour mai, il semblerait que ce ne soit pas pour mai. Ça arrivera plus tard. Mais j'ai l'impression que quand même, au final, plus tard, on aura finalement ces ETF Ethereum Spot. Et ça pourrait enclencher une alt season. Donc, un rallye des altcoins. Donc, toutes les cryptos en dehors de Bitcoin. Vous voyez? Donc, on verra ça. Pour le moment, on est encore loin d'avoir ces ETF Ethereum Spot. Vous voyez? Donc là, regardez, ça c'est ces dernières heures là, la SEC qui vient de retarder les ETF spot Ethereum. Hein. Tous les ETF ont été refusés. Hein. Là, on parle de Van Eck, Ark Invest, HDEX, Grayscale, Invesco. Voilà, on a eu des lettres par rapport à ça. Donc la SEC a indiqué qu'elle prolongerait le délai de décision jusqu'au mois de mai pour les deux demandes là. Par exemple, ici là pour HDEX et Ark Invest. Donc voilà, ils ont fait une lettre pour dire qu'ils refusent ces ETF pour Ethereum là. Donc voilà, ce ne sera pas pour tout de suite. Et même pour mai, ce sera peut-être pas pour mai, mais on finira par avoir ces ETF Ethereum Spot à un moment, peut-être même en 2024, mais un peu plus tard. Donc on attend ça. Mais en attendant, la bonne nouvelle pour Ethereum, c'est que BlackRock, qui veut lancer aussi son ETF Ethereum Spot, et qui sera certainement un succès, BlackRock, selon un dossier déposé auprès de la SEC, BlackRock entend lancer un fonds d'investissement tokenisé en partenariat avec Securities. Donc là, énorme nouvelle. Ça a fait le tour, hein. Ça c'était plutôt une nouvelle qui date d'hier ou d'avant-hier. BlackRock qui lance un fonds d'investissement dans Ethereum. Et ça c'est la une, hein, c'est la miniature de ma vidéo. Selon un dossier déposé auprès de la SEC, BlackRock entend lancer un fonds d'investissement tokenisé en partenariat avec Securities. Faisons le point donc sur ce nouveau projet. Donc BlackRock souhaite lancer un fonds d'investissement tokenisé. Donc BlackRock là est déjà en train de se tourner vers la tokenisation des actifs réels. C'est le prochain grand narratif de la blockchain, le fait de tokeniser tous les actifs du monde réel. Tokeniser l'or, tokeniser le pétrole, tokeniser l'immobilier. Grâce à la technologie blockchain, on va pouvoir fragmenter les actifs réels et les tokeniser et qui soient sur la blockchain. Vous voyez ? Et avoir tout ça sous forme de bout, de NFT. Et là, BlackRock anticipe déjà ce narratif et lance un fonds. Et je pense que Ethereum, qui va être la plus grande blockchain de smart contract, qui est déjà la plus grosse blockchain de smart contract, et je pense qu'Ethereum va capter tout ce narratif de la real world asset. C'est pour ça que Ethereum va constituer l'un de mes plus gros bags à l'avenir certainement, puisque tout va se passer sur Ethereum pour la real world asset. En tout cas, tous les plus gros projets, là on parle de centrifuge, voilà, tout ça, ils sont tous sur Ethereum. On a déjà Realty pour l'immobilier, et c'est à travers Ethereum tout ça. Donc voilà, même si Solana est un sérieux outsider, je pense que la Real World Asset, c'est principalement, il y aura sur Solana et les autres blockchains, mais principalement les premiers sur Ethereum. Et ça, c'est une énorme croissance à venir pour Ethereum là. Vous voyez ? Donc très très bonne nouvelle pour Ethereum. Et là, on voit déjà des dizaines d'utilisateurs ont envoyé des mêmes coins sur l'adresse Ethereum sur laquelle BlackRock a déposé 100 millions d'USDC. Oui, donc BlackRock a déjà déposé un fonds de 100 millions de dollars en USDC, le stablecoin USDC de Circle. Voilà, BlackRock a déposé ça sur Ethereum. Et là, on a déjà beaucoup d'adresses de Memecoin qui vont essayer d'aller lancer des mèmes, des blagues ou des choses comme ça pour tenter de capter de la valeur et de la croissance, des gains rapides et faciles. Vous voyez ? Donc ça, c'est énorme pour Ethereum. Donc voilà. En attendant, Ethereum a un sacré rival. En l'occurrence, ici, Solana. Et Solana, encore ici, montre des preuves qu'ils sont meilleurs qu'Ethereum. Ou en tout cas, voilà. Ici, comme on pouvait s'y attendre, étant donné les frais peu élevés et le débit plus élevé de Solana, Solana traite régulièrement environ 10 fois les transactions quotidiennes d'Ethereum et d'autres chaînes.
Oui. Aujourd'hui, Reflex Vitrail a publié un rapport complet sur Solana vs Ethereum DeFi. Donc là, ça concerne la DeFi, donc le secteur de la finance décentralisée. Voilà, les deux blockchains, les deux réseaux là, les deux plateformes de smart contract, Solana et Ethereum, sont en comparaison. Et là, on voit que d'après le rapport, ici, que Solana fait mieux dans tous les aspects. Ici, vous avez ici là Reflexivity Research, donc je vais m'abonner à eux là. Et voilà, ici, ils comparent Solana et Ethereum. Et voilà, le capital efficient, la DeFi. Donc ce rapport, on va pas lire, hein, il est trop long, mais ce rapport montre que Solana fait mieux que qu'Ethereum. Surperforme Ethereum dans le rapport ici. Donc vous voyez, et ça, c'est partagé ici par Solana. Donc, il y a des preuves réelles. C'est pour ça que Solana, en ce moment, dans les faits, regardez, de manière all-time, les NFT, là c'est le secteur des NFT, voilà, ont dépassé les 16 milliards, vous voyez, de capitalisation en termes de NFT, de vente NFT. Ce qui les place derrière, loin derrière, encore Ethereum, avec les 52 milliards. Mais si on prend de manière journalière ici, ou encore hebdomadaire, de manière maintenant journalière et hebdomadaire, Solana reste devant Ethereum, quasiment tous les jours. Solana continue de dominer toutes les autres chaînes, y compris Ethereum, dans les volumes d'échanges quotidiens. En tout cas, là, c'est sur le secteur de la DeFi, mais même au niveau des NFT, tout ça, en ce moment, Solana surperforme à chaque fois Ethereum, est beaucoup plus attractif à l'heure actuelle qu'Ethereum. Donc, Solana, au jour le jour, rattrape Ethereum, même s'il reste loin de manière all-time, mais Solana rattrape. Ça va être un vrai duel plus tard entre Solana et Ethereum. Donc voilà, mais ça reste deux énormes projets qui vont capter énormément de valeur dans le futur, et investir sur Solana et Ethereum reste un excellent choix d'investissement. Et même sur BNB, la crypto BNB qui va capter énormément de valeur vu que Binance domine en termes d'exchange, exchange. Donc voilà, il y a des cryptos comme ça qui vont énormément capter de valeur. Et voilà, même si les deux sont en duel, les deux vont vraiment croître à l'avenir. C'est le futur, vous voyez. Donc on a hâte de voir la suite de ce duel, en tout cas, entre Ethereum et Solana. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Solana surperforme. Là, je vous ai mis un mélange là de crypto comme Bitcoin, Ethereum, Solana et les actions en bourse. Donc là, sur un an, on voit que Solana est le meilleur performant devant Supermicron, qui est une action en bourse liée aux serveurs qui refroidissent les GPU, tout ça. Supermicron qui surperforme depuis un an. Mais si, regardez, là, simplement, si on prend depuis 5 ans, regardez, là, la courbe violette, c'est Solana. Et ça écrase. Là les autres, on les voit plus. Ils sont à plat par rapport à Solana. Donc, vous voyez que en termes d'investissement, Solana écrase complètement même Chainlink, tout est à plat. Il y a, voilà, même Supermicron, Bitcoin, Ethereum, ils sont tous à plat. Solana surperforme sur les 5 dernières années, puisque c'est normal, Solana est jeune, et Solana a que 4 ans. Vous voyez? Donc là, la courbe violette, elle s'arrête ici, là, pour Solana. Avant ça, on n'a pas d'autres données, puisque Solana n'existait pas. Donc vous voyez que sur les dernières années, ici, là, 4 dernières années, Solana évolue très très rapidement et écrase la concurrence. Après, si on prend depuis le début, et ben depuis le début là, c'est là depuis 10-14 ans là que Bitcoin est né. En tout cas, Bitcoin écrase maintenant à son tour Solana, BNB et tout le reste. Parce que là c'est sur des données depuis, là c'est all time. Et all time là, Bitcoin écrase. C'est pour ça que il faut voir de manière reculée. La plupart, regardez, nous on regarde sur les 6 mois ou 3 mois là, quand on regarde voilà sur les 6 mois, 1 mois, tout ça, c'est très collé. Mais en fait, nous, on est trop sur le court terme. Il faut éloigner tout ça. Et plus on éloigne, regardez sur un an là, on commence à avoir des démarcations. Solana, Supermicron, MicroStrategy, vous voyez, Nvidia qui se démarque un peu de Robinhood, qui se démarque de ARM, de Netflix. Vous voyez que, en fait, il faut reculer les charts pour avoir une vraie réponse sur qui performe. Et là, quand on prend sur les 5 dernières années, bon, je vais enlever Solana ici, par exemple, parce que là, c'est vraiment, ça écrase la concurrence. Mais là, j'ai enlevé Solana. Mais là, sur les 5 dernières années, on voit clairement que, voilà, vous avez Chainlink, BNB, voilà, Nvidia, Bitcoin, Ethereum, qui surperforment Facebook, voilà, Microsoft, Netflix. Là, on voit là vraiment qui se détache sur les dernières années, derniers mois là. Vous voyez, il faut prendre du recul. Et il faut voir long terme dans l'investissement. Vous voyez? Donc voilà pour cette petite parenthèse. Mais c'est juste pour montrer que
Solana, là, sur les dernières années, là, c'est largement, ça surperforme, mais de très très loin, tous les autres actifs. Et Ethereum, Ripple, Bitcoin y compris, et même les actions en bourse, tout ça. Donc, excellent investissement. Après, il y a encore plus volatile que Solana. Tao, Bitensor, Kaspa, il y a des nouveaux outsiders, des nouveaux arrivés. Centrifuge, Realio pour la Real World Asset. Voilà. Il y a des nouveaux narratifs qui vont surperformer Solana aussi. Donc, à chacun de voir où il veut mettre son risque, à quelle étape, à quelle hauteur ils veulent mettre son risque. Donc voilà, regardez même Ripple a un top NFT sur la blockchain de Ripple. La meilleure collection de NFT là sur Ripple. Donc le Xpunk qui a officiellement annoncé sa migration vers la Solana blockchain. Donc même les meilleures collections des blockchains rivales comme la blockchain de XRP migrent sur Solana. Donc on avait déjà les Render et tout ça, là, les gros projets là, qui avaient migré de Ethereum vers Solana. Bah là même chez XRP, on migre sur Solana. Donc Solana est en train de capter toute la valeur. Tu vois, vous voyez, quelle blockchain. Solana, c'est vraiment voilà, une blockchain supérieure. Vous voyez. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, Ripple, il ne faut pas les enterrer. Hein. XRP, regardez, hein. Eux, ils sont un peu plus dans l'anonymat, mais ça build derrière. Et ça a des gros partenariats. Déjà, Ripple est en partenariat avec toutes les banques, quasiment du monde entier. Et là, les BRICS, le Brésil, qui fait partie des BRICS, intègre son premier stablecoin sur le XRPL. Donc, Ripple célèbre l'intégration du Real. Real qui est la monnaie hein, du Brésil, mais là, le Real stablecoin. Vous voyez, donc vous avez des stablecoins américains comme l'USDT, l'USDC, mais là vous avez un stablecoin maintenant brésilien. Et là, il va être lancé sur Ripple. Et Ripple qui pourrait capter tous les autres stablecoins du marché et même toutes les devises numériques, hein, toutes les CBDC, c'est Ripple qui pourrait, avec leurs normes, là, ISO 222, là, Ripple pourrait être ceux qui vont fabriquer toutes ces CBDC, ces monnaies numériques ou ces futurs stablecoins. Donc Ripple peut capter énormément de valeur. Et peut-être le futur des transactions monétaires, c'est le réseau Ripple qui va s'accaparer tout ça. Donc voilà, Ripple aussi, c'est un énorme projet. Voilà, là, ils sont moins dans la lumière, ils sont toujours avec des problèmes face à la SEC, tout ça. Mais n'oubliez jamais ce projet-là. Énorme projet Ripple. Donc voilà par rapport à ça. On est sur la fin du live. Enfin du live du projet. Robinhood qui lance un wallet, un portefeuille crypto sur Android. Donc en fait vous avez pas que iOS et Apple Store, vous avez aussi le Google Play. Vous voyez, et en fait, Robinhood va lancer une sorte de portefeuille, là, une application où vous allez pouvoir vous exposer à la crypto depuis Google Play, tout ça. Vous allez pouvoir télécharger ça. Donc Robinhood, qui certainement l'action en bourse Robinhood va commencer à prendre du galon, hein, à s'apprécier, parce que on n'est pas encore dans la hype crypto là, le vrai bull run. On est déjà en bull run hein, depuis un an, mais là, le vrai bull run là qui va créer de l'euphorie, une euphorie immense, on n'est pas encore dans ça. Et quand on va arriver à ce moment-là, Robinhood va surperformer en bourse, parce que tous les investisseurs vont aller sur Robinhood, les investisseurs américains, voilà, tout ça, et tout le monde va aller sur Robinhood, et Robinhood devrait s'apprécier à ce moment-là. Donc, n'oubliez pas Robinhood qui pourrait revenir dans la lumière bientôt là. Donc voilà par rapport à ça. On a combien on est quasiment, oui, 1 heure. On a dépassé les 1 heure hein, de live. Et il est 19 h. On va avoir la décision dans un instant. Dans quelques instants. C'est pour moi l'occasion de vous montrer les top crypto dans la tendance avant de clôturer cette vidéo. Et donc voilà, un ensemble de meme coins. Voilà, les crypto blagues et Solana qui est dans l'eau, Solana et Bitcoin. Voilà, qui sont dans le top 10 des cryptos dans la tendance. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. On reste en contact. Je prépare dans une demi-heure, je serai en live. Bon, je pense que vous n'aurez pas le temps de voir cette vidéo en entière, que je serai déjà en live. Mais voilà, on se retrouve dans d'autres actualités en attendant. Et là, on passe au discours de Powell qui va impacter les marchés. En tout cas, force à nous. Hein. Bonne fin de journée, si on ne se revoit pas. Et on se retrouve dans d'autres actualités. Allez, à plus.